Bonjour Guillaume Fay. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de votre nouveau livre Comprendre l'islam. Oui. Qu'avez-vous à nous dire dessus? Comprendre l'islam, essayer de faire ça vite parce que la plupart des protagonistes aujourd'hui ne le comprennent pas. Or, nous sommes dans une situation dans laquelle la France et l'Europe de l'Ouest s'islamisent, avec tous les problèmes terrifiants que cela pose. Donc j'ai voulu rappeler un certain nombre de vérités concernant l'islam. Tout d'abord, quelle est la véritable nature de l'islam? D'où vient-il? Quelle est sa philosophie profonde? Et là, j'ai voulu démontrer une chose, j'ai voulu démontrer plusieurs choses. Je résume évidemment. La première chose, c'est que après sa fantastique expansion entre le 7e et le 10e siècle, l'islam a commencé à connaître un certain nombre de reculs, de schismes internes, etc. Et finalement a été, 10 siècles après, très humilié par la colonisation, par le colonialisme européen. Puis après, à partir des années 20, la naissance des frères musulmans, après la décolonisation, etc., on assiste à une fantastique revanche de l'islam sur l'Occident, avec un danger majeur qui est l'islamisation de la France, avec la transformation de l'Europe en une sorte d'Europe-stan, en quelque sorte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, donc, après avoir décrit cette colonisation de peuplement de l'Europe par l'islam, qui est voulue par l'islam, c'est de démontrer que, contrairement à ce que croient toutes les élites et les oligarchies européennes, l'islam est fondamentalement la matrice du totalitarisme, et qu'on peut comparer la religion coranique et mahométane, du prophète Mahomet, il faudrait d'ailleurs dire de l'oracle Mahomet plus que du prophète Mahomet, parce que ce n'est pas un prophète, c'est un oracle en réalité. Cette religion, et j'essaie de le démontrer dans ce livre, et ça n'a rien de péjoratif d'ailleurs, est très proche du marxisme et du communisme, mais beaucoup plus forte que le marxisme et le communisme, parce que précisément c'est une religion qui s'appuie sur un texte sacré, le Coran. La troisième chose que j'ai voulu démontrer, c'est qu'il n'y a aucune différence entre islamisme et islam. Et que ceux qui rêvent d'un islam modéré, d'un islam des Lumières, d'un islam démocratique, se trompent complètement. C'est comme si on voulait construire un christianisme athée, ou un communisme libéral, ou un nazisme philosémite. Il ne peut pas y avoir d'islam démocratique, il ne peut pas y avoir d'islam des Lumières. Et c'est malheureux, c'est triste à dire, mais les islamistes, sous toutes leurs formes, qu'ils soient chiites, qu'ils soient sunnites, mais surtout sunnites, et notamment les salafistes, c'est-à-dire les fondamentalistes, qui inspirent l'État islamique actuel barbare qui s'appelle Daesh, ces gens-là sont conformes au véritable islam, qui est l'islam de Mahomet et de ses successeurs, qui est un islam qui a été, alors ça il faut le savoir quand on connaît l'islam, et je le dis dans le livre, qui est un islam où toute interprétation nouvelle a été interdite à partir du Xe siècle. Donc, contrairement à ce que prétendent un certain nombre d'intellectuels européens et même musulmans, qui disent que l'islam est une religion de paix, que l'islam est compatible avec la démocratie, que l'islam est compatible avec la liberté, etc., ceci est nié par les docteurs même de l'islam. Sa véritable nature, ce n'est pas du tout ça. On ne peut pas interpréter le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran est la parole de Dieu qui a été transmise à Mahomet par l'archange Gabriel, l'archange Djibril, dans le désert. Donc c'est une parole immuable qui ne peut pas être transformée. Évidemment, ça a été réécrit après, mais jusqu'au Xe siècle, on ne peut plus rien réécrire. C'est-à-dire que c'est au Xe siècle que toute interprétation nouvelle s'arrête. Donc on est là en face d'un cas tout à fait incroyable et étonnant, un écrit sacré qui ne peut pas être interprété, qui ne peut plus être interprété. Alors que quand on prend le christianisme ou quand on prend le judaïsme, il y a un tel nombre de textes, qu'on peut toujours s'appuyer de l'un sur l'autre pour les interpréter. Là, c'est impossible, on a seulement deux types de textes. On a le Coran et les hadiths, c'est-à-dire les récits et les paroles de la vie de Mahomet
jusqu'à sa mort en 632. Donc, l'idée même que l'islamisme correspond à un extrémisme, à une dérive de l'islam est fausse. Donc on se condamne à ne absolument pas comprendre la nature de l'islam. Et on se condamne surtout à ne pas voir qu'un grand nombre de personnes comme le recteur Boubaker, comme Tariq Ramadan, etc., sont des faux modérés, jouent sur une espèce d'hypocrisie, en nous faisant croire qu'ils sont modérés, qu'une modération est possible. Mais il s'agit là d'une ruse. Donc, selon vous, l'islamisme est la véritable nature de l'islam? L'islamisme est la véritable nature de l'islam. D'ailleurs, au XIXe siècle, dans les livres d'histoire, partout, quand on enseignait les religions, on parlait du christianisme, on parlait du judaïsme, on parlait de l'islamisme. On ne parlait pas spécialement de l'islam. Donc, effectivement, l'islamisme est la véritable et la vérité fondamentale de l'islam. On ne peut pas le nier. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des jeunes musulmans, non seulement immigrés en France et en Europe, mais dans le monde entier, il y a un phénomène de radicalisation, c'est-à-dire de retour à l'islam fondamental, qui les fascine complètement. L'islam fondamental étant celui qui, de 632 à 732, date de la bataille de Poitiers, pendant une centaine d'années, a eu une progression fulgurante, jamais vue dans toute l'humanité, une conquête qui a à la fois concerné tout le Maghreb, toute l'Espagne, une partie de l'Empire byzantin, une partie de l'Empire, enfin tout l'Empire perse, l'ensemble de la péninsule arabique et une partie de l'Asie au siècle suivant, au IXe siècle. Ils iront jusqu'à l'Indus et même au-delà. Donc c'est quelque chose qui les fascine complètement et qui mobilise dans un mouvement de fondamentalisme toute la jeunesse mondiale. Alors, la deux critiques que je fais moi de l'islam, c'est que, l'islam et l'enseignement du Coran va absolument contre le libre examen, l'esprit de liberté, l'esprit de créativité, etc. Et sa force, c'est uniquement la démographie. Sa force, c'est uniquement la prolifération quantitative, parce qu'il n'y a pas de civilisation musulmane créatrice au sens propre si on la compare aux autres civilisations. Pensez qu'un seul petit pays européen ou simplement l'État d'Israël produit plus de littérature, de brevets scientifiques, etc. aujourd'hui que l'ensemble du monde musulman. C'est absolument un paradoxe incroyable, je veux dire. C'est un paradoxe tout à fait incroyable. Et la deuxième chose, c'est que nous assistons, et ça c'est quand même un phénomène énorme, nous assistons à un phénomène d'islamisation de l'Europe de l'Ouest du fait d'une immigration complètement incontrôlée, qui fait que nous sommes en train de passer de ce que les musulmans appellent le Dar al-Sur, c'est-à-dire le domaine de la trêve, au Dar al-Harb, c'est-à-dire le domaine de la guerre, pour ensuite entrer, c'est le but et c'est leur but, dans le Dar al-Islam, c'est-à-dire l'islamisation de la France et l'islamisation de l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez que le nombre de mosquées a augmenté en 15 ans de 300%. C'est quand même un phénomène incroyable. Donc, envisagez-vous pour l'avenir une islamisation massive de la France Si rien n'est fait, oui. Si rien ne bouge, oui. Si personne ne s'y oppose, oui. Alors la question que je pose, c'est pourquoi pas. Mais est-ce que la France, comme le disait le général de Gaulle, ou l'Europe de l'Ouest, n'est-elle pas un pays de racines européennes, de culture judéo-chrétienne, avec une aspiration gréco-romaine, avec une religion majoritairement chrétienne, mais il y a aussi évidemment une religion juive qui est installée en France depuis extrêmement longtemps, depuis l'Empire romain. Donc, mais l'islam, c'est un fait totalement nouveau. L'islam avait tenté de s'installer en Europe au 7e et 8e siècle, mais il en a été éradiqué, et en Espagne aussi. Mais c'était des masses très peu importantes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, très très peu importantes. Et aujourd'hui, on a en fait un double phénomène très dangereux, qui est le phénomène de l'invasion, de colonisation, de peuplement par une immigration totalement incontrôlée, que Daesh et l'État islamique poussent d'ailleurs, comme un processus volontaire d'invasion, et on a en même temps un différentiel démographique, c'est-à-dire des populations qui prolifèrent beaucoup plus que les populations autochtones. Donc on en a un processus à la fois d'immigration et de colonisation qui va complètement changer la structure, la face de l'Europe. Et on ne le voit pas. C'est ça qui est complètement fou. Alors évidemment,
il y a un moment où ça va déboucher sur un clash, malheureusement, ça va déboucher sur quelque chose d'extrêmement grave. Ça c'est sûr, parce que les tensions ne cessent de monter. On a en même temps le mouvement terroriste, on a en même temps des actes terroristes, c'est-à-dire le djihad, ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, qui prend tout un tas de formes. La guerre sainte, ce n'est pas uniquement la guerre violente, c'est aussi le fait de protester, d'exiger des cantines halal, d'exiger par provocation des femmes voilées partout. Donc il y a un marquage territorial, il y a un processus actuellement d'invasion de l'intérieur par la culture islamique qui est voulue, qui est pensée, avec des collaborateurs européens qui sont soit inconscients, soit complices. Alors peut-on comparer l'invasion islamique à l'invasion des Francs et des Visigoths il y a assez longtemps? Alors non, parce que quand les Francs et les Visigoths, qui étaient des populations germaniques, ou les Ostrogoths, qui étaient aussi des populations germaniques, ont envahi la zone occidentale de l'Empire romain à partir donc du 3e et 4e siècle, premièrement, c'était des populations aux cultures apparentées. C'était des populations qui étaient très proches des Gallo-Romains, par exemple, sur le plan culturel, sur le plan mental, etc., avec des langues assez proches les unes des autres. Hein. C'est une première chose, mais ça a été des invasions évidemment très destructrices. Sur le plan, c'est ce qui a fait reculer la civilisation, c'est absolument certain. Mais c'était des invasions barbares, certes, essentiellement avec des hordes guerrières, mais qui représentaient sur le plan démographique des populations beaucoup moins importantes que ne l'est l'immigration actuelle. Même sous l'Espagne musulmane, ce qu'on appelle l'Espagne musulmane, il faut bien savoir que le nombre de musulmans réels, qui étaient des arabo-berbères en Espagne, était moins important que l'immigration d'aujourd'hui. Donc c'était plutôt une domination politique et militaire qu'une espèce d'invasion qui vient de tous les côtés, qui vient du bas en quelque sorte. Donc on ne peut pas comparer. Mais évidemment, ça a eu un aspect aussi destructeur, c'est certain. Mais ça n'a pas modifié le substrat culturel et anthropologique des populations. C'était des populations apparentées. Donc, mais évidemment qui n'avaient pas le même niveau culturel. Et après, ça a formé une nouvelle civilisation. Donc ça n'a rien à voir. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vécu. Jamais vécu. Cette invasion, moi je préfère parler de colonisation de peuplement, cette colonisation de peuplement avec la complicité des élites européennes, c'est quelque chose que les Européens n'ont jamais vécu. Et c'est organisé par l'oligarchie avec le refus général des peuples. Mais il faut bien voir qu'on est entré dans un processus véritablement de guerre de basse intensité. Donc alors, comment voyez-vous l'avenir et la renaissance européenne? Alors, on ne peut pas le savoir. C'est ça le gros problème. Malheureusement, sur le plan dialectique, il y en a certains qui disent il faut aller jusqu'au bout de la catastrophe, il faut aller jusqu'à la guerre civile ethnique, à la limite. C'est la thèse notamment d'un ancien directeur de la CIA qui a fait une interview récente dans le Figaro, je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a déclaré quand l'Europe vraiment aura conscience qu'elle devient Eurostan, comme l'Afghanistan, Eurostan, c'est-à-dire une zone entièrement en voie d'islamisation, il y aura un sursaut, il y aura une explosion, et là, les choses vont finir par se régler, les choses vont finir par se résoudre. Mais pour l'instant, tel que c'est engagé, on ne voit pas ce qui se passe. Et l'essentiel, alors quand on nous dit la laïcité, il faut la laïcité, il faut la République, il faut les valeurs, il faut réenseigner les valeurs de la République, etc., c'est un très mauvais diagnostic. Il faut arrêter l'invasion migratoire. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous avez 5 millions de musulmans en Europe, plus 6 millions de musulmans en Europe, plus 7 millions, 8 millions de structures démographiques jeunes, et qui ne se sentent ni français ni européens, toute intégration, toute assimilation est absolument impossible. D'ailleurs, aujourd'hui, la République refuse l'intégration et l'assimilation. Elle a inventé de nouveaux concepts. Le vivre ensemble, par exemple, le concept de vivre ensemble, qui est la langue de bois, et qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne absolument pas. Donc on est dans l'utopie la plus générale. La seule solution, c'est arrêter les flux migratoires et engager un processus de démigration, c'est-à-dire de retour en arrière. L'idéologie républicaine égalitariste n'est-elle pas responsable du chaos? Oui, en partie, bien entendu. C'est évident que
Mais il y a plusieurs types d'idéologie républicaine, parce qu'au départ, l'idéologie républicaine, c'est pas du tout de l'égalitarisme. C'est simplement un mode de gouvernement comme un autre. Là, actuellement, nous sommes dans une situation avec l'idéologie égalitariste, mais dirigée par une oligocratie, par une oligarchie, si vous voulez, par une oligarchie qui n'exprime pas du tout la volonté du peuple, puisque le peuple, on le méprise sous le nom de populisme. Hein. Donc nous sommes dans une pseudo-démocratie, mais éganitariste. Le gros problème, c'est que cette idéologie républicaine se réclame de la laïcité, alors qu'elle n'est absolument plus laïque. Quand à la mairie de Paris on fête la fin du ramadan, on se demande où est la laïcité, je veux dire. Alors que par la même occasion, on essaie d'interdire les crèches dans certains endroits, bon, etc. Donc on assiste à une espèce d'imposture, mais la racine évidemment profonde de tout cela, de cette acceptation de l'islamisation, c'est l'égalitarisme. Mais avec une contradiction extraordinaire. Parce que cette idéologie qui défend la gay pride, cette idéologie qui défend le féminisme, cette idéologie précisément égalitaire, qui se veut égalitaire, par antiracisme entre guillemets, condamne l'islamophobie, et elle est même islamophile, alors que l'islam est l'exemple même d'une religion idéologie qui prône l'inégalité de l'homme et de la femme, l'inégalité du musulman et du non-musulman, fondamentale du musulman et du non-musulman, qui prône la guerre permanente, c'est-à-dire non pas la conversion par la persuasion, mais la conversion par la violence, et ça depuis la mort de Mahomet en 632. Donc qui prône des valeurs qui sont complètement contraires à ce que prétend être l'idéologie républicaine. La cause de tout cela, elle est psychanalytique, c'est la peur. C'est-à-dire on a un phénomène de peur. Peur vis-à-vis de l'envahisseur, on a un phénomène de peur, exactement comme dans toute l'histoire de France, dès qu'il y a eu un envahisseur, on a eu peur de cet envahisseur, et on est passé de son côté. Ça s'est vu en 40, quand toute la gauche est devenue pétainiste du jour au lendemain. Ça s'est vu au moment des 100 jours sous Napoléon, quand d'un coup il y avait des généraux qui se rallient à Louis XVIII, et puis 3 jours après Napoléon revient à l'île d'Elbe, il se rallient à Napoléon, puis après Napoléon perd à Waterloo, hop, où ils se rallient de nouveau les mêmes, hein, à Louis XVIII. On a dans l'idéologie française, actuellement malheureusement, ce même syndrome de collaboration et ce même syndrome de contradiction totale, je veux dire. Quand on voit des féministes qui se disent contre l'islamophobie, alors que l'islam défend des valeurs totalement contraires à tout féminisme, on voit les femmes, on considère la femme dans un rapport sexuel qui est complètement pathologique. Donc là, on a une contradiction absolue de toute l'idéologie française républicaine vis-à-vis de l'islam. Et ça ne peut pas tenir longtemps. Et c'est évident, on ne sait plus où on en est. François Hollande qui parle de terroristes, qui n'ose pas dire le véritable mot islamiste, là encore, c'est extrêmement parlant. Et puis, deuxième chose, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a la montée en puissance d'une véritable guerre civile, d'un djihad en France, qui commence par des petits attentats, puis des gros attentats, puis ça va arriver certainement avec la conjugation, avec des émeutes. Donc on entre progressivement dans une situation de conflit qui passe d'un conflit de basse intensité et se dirige lentement vers un conflit à haute intensité, ce qu'a très bien révélé Malek Bouti, qui est député socialiste de l'Essonne, et j'en parle dans mon livre, dans un récent rapport où il dit « Attention, nous vivons sur un tonneau de poudre », en parlant des jeunes des cités qui se radicalisent, etc. On est dans une situation qui va devenir progressivement ingérable. Quelle est l'origine de Daesh et le groupuscule terroriste peut-il avoir des combattants dans l'avenir sur le sol français? Alors l'origine de Daesh est double. D'abord, il y a un mythe, c'est la reconstitution du califat, qui vient de cette période entre la mort de Mahomet en 632 et l'arrêt par Charles Martel en 732 en France de l'expansion islamique, qui a été ces 100 ans exceptionnels dans toute l'histoire de l'humanité, où jamais on a vu un groupe de peuples venant de la partie ouest de l'Arabie avoir une telle expansion absolument exceptionnelle. Donc il y a une nostalgie de cette période.
avec le fait que les sunnites se prennent pour les seuls véritables musulmans, les chiites étant considérés comme des apostats. Donc ça, c'est la première origine de Daesh, c'est la nostalgie de refaire un califat qui a vocation à conquérir le monde entier, et notamment l'Europe. Puisqu'actuellement, on sait que Daesh, qui s'installe en Libye, qui s'installe au Nigeria, qui s'installe en Irak et en Syrie, qui a détruit d'ailleurs l'Irak et la Syrie, ne vise qu'une seule chose, par cet afflux constant de migrants à partir des côtes libyennes et à partir de la Turquie qui est complice, à continuer, accentuer l'invasion de l'Europe. Deuxième origine de Daesh qu'on ignore. Et c'est là où on voit toute l'hypocrisie dont peut être capable l'islam. C'est que Daesh, ou l'État islamique, possède non seulement une très grande force financière à la suite du pillage des puits pétroliers, à la suite de trafics divers, de migrants, à la suite de trafics divers, etc. Donc possède une très grande force financière, à la suite aussi de financements occultes de la part de certains pays du Golfe et du Moyen-Orient. L'armature militaire de Daesh est très puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle est constituée par les cadres de l'armée irakienne de Saddam Hussein, qui a été battu par les troupes américaines et qui a été licencié par le gouverneur américain qui a pris le pouvoir en Irak à l'époque en 2003. Ces gens-là, ces cadres militaires frustrés, ont réussi à récupérer des armes un peu partout et ont formé une structure de l'armée. Mais ce qui est totalement extraordinaire, c'est que ces cadres militaires autrefois étaient des gens qui étaient autour de Saddam Hussein et qui étaient des baasistes, c'est-à-dire le parti laïque arabe, qui était contre la religion même, qui était pour la tolérance envers les juifs et les chrétiens, qui défendait donc un régime laïque, baasiste, que détestaient les musulmans. Et ces mêmes personnes, ces mêmes cadres, frustrés, reviennent à leur islam fondamental, et par une sorte de retournement psychologique incroyable, se constituent autour d'un gourou en califat. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant qui prouve que n'importe quel musulman peut verser dans le djihad après s'être dit être un musulman modéré. Et ça, c'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que dans les statistiques qui sont faites actuellement, aussi bien dans les populations, les jeunes populations musulmanes immigrées en Europe, que dans les pays musulmans, comme par exemple en Tunisie, etc., Daesh recueille de plus en plus de sympathie. Ce qui veut dire qu'il y a réellement un risque de guerre civile en France, un risque d'attentat, parce que beaucoup de ces gens-là vont revenir, ils vont revenir aussi en Tunisie, il s'agit d'abattre le régime tunisien qui veut revenir à une certaine laïcité, une certaine démocratie, bien entendu. Donc on se prépare là des lendemains assez difficiles. Alors peut-être que Daesh se sert justement de la religion pour acquérir une force militaire et économique dans la région peut-être. Alors c'est peut-être pas sincère. Les deux ont toujours été liés dans l'islam. Le fanatisme religieux et l'intérêt militaire, économique et politique. L'islam est une religion où la foi et la loi ne se séparent pas. C'est une religion politique. C'est une idéologie religieuse. Il ne s'agit pas de convertir les gens dans un espèce de réflexe spiritualiste. Il s'agit aussi de les convertir, mais de conquérir, d'accumuler des richesses, d'instaurer un régime totalitaire, comme ça s'est passé au 7e et 8e siècle, exactement pareil. Il s'agit de revenir au passé, en quelque sorte, de se projeter dans le futur tout en revenant au passé, ce que j'ai appelé l'archéofuturisme. Et donc là, on voit très bien qu'il n'y a pas séparation entre la volonté fondamentaliste religieuse, complètement dingue, entre les exactions commises, les viols, les pillages, les mises en esclavage, la persécution des chrétiens et des juifs, etc., et la conquête de l'islam pur et dur, qui est pour eux l'islam sunnite. Et il ne s'agit pas seulement, évidemment, il s'agit d'avoir une base au Moyen-Orient, c'est-à-dire la région de Bagdad et ses alentours jusqu'à Damas, et après la conquête de Jérusalem, et l'attaque contre l'État d'Israël, qui est évidemment prévue, avec un ralliement probable du Hamas à Daesh, mais également, à plus long terme, la conquête de l'Europe. Et c'est évident, par l'intermédiaire de l'immigration, avec une cinquième colonne de plus en plus nombreuse, et de plus en plus armée, de plus en plus aguerrie, de plus en plus déterminée, de manière à créer une sorte
de djihad mondial, c'est le but.